un chiffre brut tombe et dérange, puis un second le contredit brutalement, révélant une faille inattendue dans la lecture du Sahel. Dans un pays marqué par près de 2 millions de déplacés, l'arrivée annoncée de 1000 volontaires jamaïcains bouleverse l'équilibre fragile et crée une tension statistique que même les analystes n'avaient pas anticipée. Que signifie vraiment ce mouvement pour ceux qui observent, lorsque le regard d'Ibrahim Traoré devient un repère politique autant qu'un symbole nerveux? Un horizon nouveau se dessine, rapide, tranchant, presque inévitable. Le projet de migration jamaïcaine porte une promesse claire: comprendre comment un geste symbolique peut devenir un test concret pour un pays sous pression. L'enjeu central, pour les observateurs comme pour les décideurs, tient en 10 à 12 mots. Mesurer l'impact réel d'une solidarité panafricaine face à un terrain instable. Alors que le Burkina Faso affronte une crise sécuritaire persistante et une saturation de ses ressources, l'arrivée de ces volontaires crée un niveau de risque qui redéfinit le cadre de l'analyse. Les familles jamaïcaines, les communautés burkinabées et la diaspora entière tentent de voir si l'idéalisme pourra résister à la confrontation avec le quotidien, notamment la barrière linguistique, le climat rude et la fragilité sociale d'un pays marqué par près de 2 millions de déplacés internes. Mais derrière ces inquiétudes, un fil reste tendu. Cette initiative pourrait offrir une nouvelle lecture de la souveraineté africaine, si les attentes ne dépassent pas les capacités réelles du terrain, et si l'équilibre entre idéal et risque se jouait plus vite qu'annoncé. Une rupture inattendue s'est produite lorsque les premiers discours venus de Ouagadougou ont généré, en quelques jours à peine, une vague d'adhésion que personne n'avait anticipée. La dynamique s'est cristallisée autour d'un chiffre précis: 1000 volontaires jamaïcains, dont l'annonce officielle a transformé une idée dispersée en un projet collectif assumé. À ce moment-là, le récit change, les mots circulent, les vidéos se multiplient, et les messages sobres, presque ascétiques, diffusés depuis la capitale burkinabé, se mettent à rassembler des communautés entières sensibles au thème du retour symbolique. Les séquences qui s'enchaînent avec une rapidité inhabituelle: discussions familiales, débats de voisinage, échanges contradictoires entre sceptiques prudents et partisans enthousiastes. Le ton panafricain franchit les frontières numériques et devient une force qui modifie les perceptions, même chez ceux qui n'avaient jamais envisagé l'Afrique comme un horizon concret. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une portée particulière. Son discours, fondé sur la souveraineté et l'autodétermination, sert de catalyseur à une diaspora jamaïcaine longtemps restée dans une observation distante. Ce n'est plus seulement un appel politique, mais une offre de reconnexion, où chaque mot semble résonner avec un besoin ancien de réparation et de sens. Parallèlement, le contexte burkinabé fragilise davantage l'équation. Le pays traverse une période marquée par la pression sur ses ressources, la gestion de près de 2 millions de déplacés internes et une insécurité toujours présente. L'arrivée annoncée des volontaires s'inscrit alors dans un environnement déjà saturé, où la moindre tension devient un indicateur du possible ou du dangereux. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut replacer chacun de ces éléments dans une chaîne de causalité serrée. L'appel initial, la propagation fulgurante, la prise de décision collective, puis l'annonce officielle qui restructure les attentes et modifie les angles d'analyse. Chaque étape nourrit la suivante, créant un mouvement où le symbolique et le réel s'entremêlent sans laisser de pause. Les trajectoires individuelles deviennent rapidement le prisme le plus clair pour saisir les premiers effets de cette migration inédite. David Clark, maçon venu de Spanish Town, illustre la façon dont un engagement d'apparence simple, construire, réparer, adapter, se transforme, une fois sur le terrain, en apprentissage permanent. Dans un Burkina Faso soumis à la chaleur sèche, aux rythmes locaux et aux codes sociaux nouveaux,
Il découvre que chaque geste technique exige une négociation silencieuse avec un environnement qui ne ressemble en rien à celui qu'il a quitté. À travers son expérience, on observe l'émergence d'une dynamique où l'outil, la parole et l'attente se répondent sans cesse. La docteure Imani Sharp apporte un angle différent. Spécialiste de l'agriculture en milieu aride, elle rejoint un pays où la pression climatique et la rareté de l'eau pèsent déjà sur les communautés. Ses premières analyses montrent comment son expertise peut devenir une ressource, mais aussi comment l'intégration passe par une adaptation méthodique aux réalités locales. Ces échanges avec les équipes burkinabées révèlent une coopération prudente, bâtie sur la volonté de comprendre avant d'agir, dans un contexte où chaque erreur se paye par ralentissement ou une tension de plus. Ces deux parcours, bien que distincts, dévoilent une même logique. L'impact ne réside pas dans les grands discours, mais dans la capacité des volontaires à ajuster leur savoir-faire à un terrain contraint. La question essentielle, dès lors, tient en quelques mots. Que devient une ambition collective lorsqu'elle se heurte à la lenteur du réel? Avant l'annonce officielle, rien ne laissait présager un basculement collectif entre la Jamaïque et le Sahel. Après cette annonce, tout s'accélère, comme si un simple signal avait réorganisé les perceptions, les intentions et même les doutes. Cette transition brutale, du murmure à la mobilisation, devient le premier marqueur d'un mouvement qui dépasse les frontières physiques et s'impose comme une réalité politique. Le déclenchement se produit par une série de messages sobres envoyés depuis Ouagadougou. Leur ton dépouillé crée un effet paradoxal. Plus les mots sont simples, plus l'écho grandit. Les vidéos circulent, les extraits de discours sont repris, modifiés, amplifiés. Le panafricanisme se diffuse à un rythme inattendu. Les discussions se forment dans les quartiers, dans les communautés religieuses, dans les réseaux militants. Ce flux continu transforme une idée abstraite en une possibilité débattue partout. Les micro-doutes et les micro-espoirs s'entrechoquent. Le pic arrive lorsque l'annonce tombe. 1000 places, un cadre, un départ groupé. La réaction est immédiate. Les familles s'interrogent. Les voisins s'opposent. Les sceptiques alertent. Les partisans s'enthousiasment. Les tensions se durcissent. Chacun cherche à comprendre ce que signifie ce geste dans un pays qui accueille déjà près de 2 millions de déplacés internes. Les émotions montent et ne redescendent plus. Les attentes deviennent bouleversantes lourdes. Le passage à l'aéroport constitue la seconde montée en intensité. Les valises s'alignent. Les regards se figent. La solennité envahit la scène. Les caméras filment. On diffuse en direct ce qui ressemble à un moment de rupture. Les images déferlent sur la Jamaïque. Les radios débattent sans relâche. Les réseaux s'embrasent. Ce moment scelle l'irréversibilité du choix, même chez ceux qui hésitent. Encore, les avions décollent et les interprétations explosent. Solidarité, stratégie, idéalisme, imprudence. L'arrivée au Burkina Faso ouvre la phase de retombée, une retombée qui n'apaise rien. La poussière du Sahel, la chaleur sèche, la langue inconnue, les cérémonies fraternelles mais exigeantes, tout se mêle. Le contraste entre le symbolique et le concret devient brutal. Les premiers obstacles surgissent. Communication, alimentation, climat, rien d'insurmontable, rien de facile. Les volontaires comprennent que chaque geste est observé. Puis, les trajectoires individuelles réorganisent la dynamique. David Clark construit, ajuste, recommence. La docteure Imani Sharp analyse, recommande, s'adapte. Les enseignants testent. Les techniciens tâtonnent. Les cultivateurs échangent. Une cohésion fragile apparaît. Les premiers apprentissages se stabilisent. Les attentes se redistribuent. Le projet avance sans garantie mais sans rupture. Finalement, la séquence complète, déclenchement, pic, retombée, montre que cette migration fonctionne comme une onde de choc progressive. Elle commence par des mots, se transforme en décision, puis se matérialise dans un terrain complexe qui impose son propre tempo. L'histoire bascule
là où symbole, risque et réalité se superposent, sans jamais se confondre totalement. La situation de départ, un pays gérant près de 2 millions de déplacés internes, bascule vers une nouvelle pression lorsque 1000 volontaires supplémentaires s'ajoutent à un système déjà saturé. Cette transition, du baseline fragile au delta encore incertain, devient l'axe central pour mesurer ce que représente réellement cette migration dans un Burkina Faso exposé aux tensions sécuritaires et sociales. Le premier chiffre, près de 2 millions de déplacés internes, établit l'ampleur des besoins existants. Il rappelle que la capacité d'accueil dépend d'un équilibre précaire entre ressources limitées et urgences permanentes. Cette donnée souligne la fragilité structurelle d'un pays où chaque variation démographique crée une tension immédiate. L'environnement logistique, déjà tendu, absorbe difficilement de nouveaux arrivants sans réajuster les priorités essentielles. Le deuxième chiffre, 1000 volontaires jamaïcains, révèle une diversité professionnelle remarquable. Maçons, agronomes, enseignants, techniciens, infirmiers. Cette variété montre que l'intégration ne peut être uniforme. Chaque profil exige un accompagnement différent, une adaptation progressive et une translation lente entre compétences acquises et besoins locaux. Le défi réside dans la capacité à synchroniser attentes individuelles et contraintes du terrain burkinabé. Cette pluralité peut devenir un atout, mais seulement si chaque compétence trouve rapidement un cadre d'action clair. Le troisième chiffre, un taux d'intégration préliminaire d'environ 20%, reflète un démarrage encourageant mais incomplet. Il montre qu'une partie du groupe s'adapte efficacement aux projets agricoles et de construction. Ce pourcentage met également en évidence la difficulté pour les autres volontaires de dépasser les obstacles linguistiques, climatiques et culturels. La progression reste lente, car chaque adaptation demande du temps et une médiation attentive entre communautés. Ces trois données, mises en perspective, composent un tableau où l'optimisme et la prudence coexistent. L'intégration partielle montre une volonté réelle de s'ancrer dans les dynamiques locales, mais les difficultés persistent. La chaleur extrême ralentit la productivité. La langue freine les échanges professionnels. Les différences culturelles génèrent des malentendus nécessitant des ajustements continus. Rien n'est insurmontable, mais tout demande une discipline quotidienne imposée par la réalité du terrain. En parallèle, le contexte sécuritaire demeure un point de tension. Les attaques dans plusieurs régions compliquent la répartition des volontaires et la continuité des projets. Bien que des mesures de protection aient été prises, la volatilité du territoire limite certaines initiatives et oblige à revoir régulièrement les stratégies locales. La gestion de la sécurité devient un facteur aussi déterminant que la gestion des compétences. Ces preuves quantitatives, accompagnées de leurs implications directes, dessinent une trajectoire où la réussite dépend d'une équation simple mais exigeante. La capacité des volontaires à maintenir leur engagement et celle des autorités burkinabées à absorber progressivement un groupe porteur d'espoir autant que de défis. L'intégration avance, parfois hésitante, parfois fluide, mais toujours soumise à un terrain qui dicte ses propres règles. Deux visions opposées structurent le débat autour de l'arrivée des 1000 Jamaïcains au Burkina Faso, chacune portée par des arguments solides et difficilement réductibles. Pour les partisans, cette migration représente un acte de réparation historique, un retour symbolique vers un continent perçu comme origine et refuge, animé par une volonté de reconnecter la diaspora noire à une Afrique souveraine. Ils voient dans ce départ un geste politique fort, nourri par une quête d'identité, un désir de rupture avec les héritages coloniaux et une adhésion directe au discours panafricaniste qui résonne depuis Ouagadougou. Selon eux, la présence des volontaires pourrait offrir un souffle nouveau aux communautés locales, notamment grâce à la diversité professionnelle, maçons, agronomes, enseignants, déjà observés dans le groupe. Face à cette lecture idéaliste, une critique plus pragmatique se construit sur des données tangibles. Les sceptiques rappellent que le Burkina Faso traverse une crise profonde,
marquée par l'insécurité persistante, les tensions sociales et la gestion de près de 2 millions de déplacés internes. Il souligne que l'intégration d'un millier de nouveaux arrivants, malgré leurs compétences, risque d'alourdir un système déjà soumis à une pression constante. Les différences culturelles, la barrière linguistique et les conditions climatiques extrêmes sont perçues comme autant d'obstacles susceptibles de provoquer des ralentissements, voire des tensions inattendues. Pour eux, l'initiative ressemble davantage à un pari audacieux qu'à une solution planifiée, malgré les ambitions affichées. La réponse aux deux positions émerge dans l'observation des premiers mois. Aucun scénario n'emporte totalement la réalité. Les projets agricoles et de construction montrent des signes d'adaptation encourageants, confirmant le potentiel évoqué par les partisans. Mais la progression lente, notamment liée à la langue, au climat et au contexte sécuritaire, valide en partie les inquiétudes des sceptiques. Cette coexistence d'espoir et de limites crée un terrain intermédiaire où la réussite dépend moins des discours que de la capacité à transformer les premiers ajustements en stratégie durable. Un seuil vient d'être franchi. La phase médiane du projet révèle un glissement subtil mais décisif. Les premiers ajustements individuels ne sont plus de simples réactions, ils deviennent des signaux structurants pour comprendre l'avenir de la migration. À mesure que les volontaires s'installent, la confrontation entre idéal panafricain et quotidien burkinabé crée une zone nouvelle où chaque geste, chaque échange et chaque hésitation reconfigure les attentes initiales. La poussière du Sahel, la chaleur, les codes sociaux et la langue imposent leur rythme propre, transformant l'élan symbolique en une suite d'apprentissages concrets, parfois lents, parfois plus fluides que prévu. D'un coup, la cohésion fragile observée entre volontaires et burkinabés commence à jouer un rôle pivot. Les projets agricoles voient apparaître des formes d'entraide, les chantiers se stabilisent et les trajectoires de figures comme David Clark ou la docteure Imani Char deviennent des repères pour les autres. Ce midpoint révèle ainsi une bascule. L'intégration ne dépend plus seulement des discours venus de Jamaïque ou d'Ouagadougou, mais d'un tissu quotidien qui prend forme malgré les contraintes. La question n'est plus de savoir si le projet peut démarrer, mais s'il peut désormais tenir la distance. Les répercussions concrètes de l'arrivée des 1000 Jamaïcains émergent progressivement et se distribuent en 4 axes distincts, chacun révélant une facette différente de cette migration inédite. En ce qui concerne Nguemoe, les volontaires jamaïcains, leur quotidien se transforme rapidement en un enchaînement d'adaptations. Apprendre une langue inconnue, affronter un climat rude, comprendre des codes sociaux éloignés de leurs repères. Les premiers signes d'intégration, notamment dans l'agriculture et la construction, montrent une progression réelle mais fragile, où chaque avancée peut être remise en question par une barrière culturelle ou un ralentissement logistique. Le taux d'intégration d'environ 20% illustre cette dynamique contrastée, prometteuse à certains égards, hésitante à d'autres. Les volontaires découvrent que l'idéal panafricain, séduisant depuis la Jamaïque, demande ici une discipline quotidienne imposée par le terrain. En ce qui concerne Donbandia, les communautés burkinabées, pour elles, cette migration génère un mélange d'intérêt, de prudence et parfois d'inquiétude. Les compétences techniques des nouveaux arrivants offrent des opportunités dans des secteurs sous tension, notamment l'agriculture résiliente et la construction. Pourtant, la présence de 1000 personnes supplémentaires dans un pays déjà marqué par près de 2 millions de déplacés internes ajoute une pression perceptible sur les ressources locales. Les Burkinabés observent, comparent, testent l'efficacité de cette coopération, tout en veillant à ce que l'équilibre social ne soit pas perturbé. Leur accueil oscille entre chaleur fraternelle et vigilance pragmatique. En ce qui concerne Nguedungwai, diaspora et observateurs internationaux, pour eux, la migration jamaïcaine devient un laboratoire politique. Certains y voient une réécriture des liens entre Afrique et diaspora noire, portée en partie par les discours d'Ibrahim Traoré, qui renforcent une vision de souveraineté et d'autodétermination. D'autres y détectent un risque,
celui de transformer un projet symbolique en une pression supplémentaire sur un pays déjà fragile. Les débats en Jamaïque, les échanges sur les réseaux sociaux et les analyses médiatiques montrent qu'aucune lecture ne domine. Chaque avancée ou difficulté amplifie une interprétation différente. En ce qui concerne Kouvuk, le Sahel et ses dynamiques géopolitiques, l'arrivée des volontaires ne modifie pas immédiatement l'équilibre régional, mais elle introduit un nouveau paramètre dans un espace marqué par l'insécurité et des recompositions politiques rapides. Le geste symbolique attire l'attention d'autres pays africains et de plusieurs communautés diasporiques. Cette migration devient un signal politique, indiquant que le Sahel, malgré ses crises, peut devenir un point de convergence panafricain. Cependant, les tensions sécuritaires demeurent et limitent la projection d'un modèle reproductible à grande échelle. Au croisement de ces quatre groupes, un constat s'impose. Les effets réels de la migration se déploient lentement, parfois silencieusement, et restent étroitement liés à la capacité des volontaires à s'adapter et à celle des autorités burkinabées à accompagner un projet qui oscille encore entre idéal et épreuve. Les prochains mois forment une période charnière où la migration jamaïcaine pourra soit consolider ses premiers acquis, soit révéler des failles encore invisibles. Les évolutions attendues se concentrent autour de 3 scénarios qui découlent directement du terrain: la capacité d'adaptation des volontaires, la gestion des ressources locales et la stabilité sécuritaire qui conditionnent toutes les trajectoires. Aucun de ces scénarios n'est figé. Chacun dépend d'un enchaînement de décisions, de réactions rapides et de la solidité des coopérations nouées au cours des premières semaines. Scénario 1, base, adaptation progressive et résultats intermédiaires. Dans cette hypothèse centrale, l'intégration suit une courbe lente mais régulière. Les volontaires poursuivent leur inscription dans les projets agricoles ou de construction, tandis que les communautés locales affinent les conditions d'accueil. Les barrières linguistiques se réduisent grâce à l'exposition quotidienne, même si elles restent un frein ponctuel dans les échanges techniques. Les obstacles climatiques demeurent présents, mais la familiarité avec les rythmes burkinabés permet d'en atténuer les effets. À la fin des 12 mois, le projet apparaît comme un effort équilibré, ni un succès spectaculaire, ni un échec, mais une mise en place réelle malgré les contraintes. Scénario 2. Optimiste. Consolidation rapide et modèle panafricain émergent. Si les conditions sécuritaires se stabilisent et que les volontaires trouvent rapidement des cadres d'action adaptés, ce scénario ouvre la voie à une coopération plus large. Les compétences agricoles, techniques et pédagogiques s'insèrent harmonieusement dans des projets locaux, générant des résultats visibles qui renforcent la confiance des deux côtés. L'expérience attire l'attention d'autres communautés diasporiques et suscite l'intérêt de pays voisins pour des initiatives similaires. Les échanges entre Jamaïcains et Burkinabés se densifient, créant une dynamique qui dépasse le simple cadre opérationnel pour devenir une démonstration concrète de solidarité transnationale. Scénario 3. Pessimiste. Tension accrue et intégration partielle en difficulté. Dans cette perspective, l'insécurité persistante complique la répartition des volontaires et limite le déploiement des projets. Les ressources locales, déjà fortement sollicitées par la présence de près de 2 millions de déplacés internes, peinent à absorber la pression supplémentaire. Les difficultés linguistiques et culturelles deviennent des irritants qui freinent la collaboration quotidienne. Les avancées restent ponctuelles, parfois isolées, sans parvenir à entraîner un mouvement d'ensemble. Le projet demeure actif, mais s'essouffle progressivement, laissant un bilan mitigé et alimentant les doutes sur la viabilité de telles initiatives. À travers ces 3 trajectoires possibles, une question unique domine. Quelle combinaison de résilience, de coordination et de stabilité permettra à cette expérience de franchir durablement le seuil de son premier cycle? Pour comprendre ce que cette migration représente réellement, il faut observer la manière dont elle résonne auprès de 3 groupes de spectateurs extérieurs, chacun portant un regard différent sur l'expérience burkinabé.
Groupe A, ceux qui s'identifient aux volontaires. Ils voient dans ces 1000 Jamaïcains un miroir possible de leurs propres aspirations, retrouver un lien perdu, réécrire une histoire fragmentée ou simplement participer à un projet qui dépasse les frontières. Pour eux, les difficultés rencontrées, langue, climat, adaptation, sont autant d'épreuves familières que l'on associe à tout changement de vie majeur. Ils suivent chaque évolution avec empathie, comme si la réussite ou l'échec du projet confirmaient leurs propres intuitions sur l'Afrique et la diaspora. Groupe B, ceux qui observent avec prudence. Ils reconnaissent la valeur symbolique de la démarche, mais restent concentrés sur les réalités pratiques. Ils s'interrogent sur la capacité d'un pays qui, déjà fragilisé par près de 2 millions de déplacés internes, à absorber 1000 personnes de plus. Pour eux, ce projet constitue un test, celui de trouver un équilibre entre solidarité, gestion responsable et anticipation des tensions. Leur regard, souvent analytique, reflète un besoin de preuves concrètes avant d'adhérer pleinement. Groupe C, ceux qui pensent en termes de trajectoire collective. Cette migration devient pour eux un laboratoire d'idées, un moyen d'observer comment des initiatives transnationales peuvent remodeler des identités et créer des alliances inattendues. Ils s'intéressent peut-être moins aux obstacles quotidiens qu'à la capacité du projet à ouvrir la voie à d'autres formes de coopération panafricaine. Leur attention se porte sur la manière dont les Jamaïcains et les Burkinabés inventent, jour après jour, une cohabitation encore fragile, mais pleine de possibilités. À travers ces 3 angles, chacun est amené à se demander ce que signifie, pour soi-même, l'idée d'un engagement qui traverse les continents. La consolidation du projet dépend désormais d'un ensemble de mesures concrètes, pensées pour structurer l'intégration et réduire les frictions qui ralentissent encore la progression. Dans cette logique, l'impulsion politique donnée par Ibrahim Traoré reste un point d'appui, mais elle doit s'accompagner d'une feuille de route précise où chaque acteur sait ce qu'il doit accomplir, dans quel délai et avec quels indicateurs. Étape 1. Renforcer la formation linguistique. Les volontaires doivent suivre un programme intensif d'apprentissage des langues locales dès les premières semaines, organisé en modules différenciés selon les niveaux. L'objectif est mesurable: fluidifier les échanges professionnels en réduisant les incompréhensions récurrentes dans les projets agricoles et de construction. Une progression tangible se vérifierait par la capacité des équipes mixtes à travailler sans médiateur linguistique dans les opérations courantes. Étape 2. Répartition géographique ciblée. Les autorités burkinabées, avec l'appui des coordinateurs jamaïcains, doivent affecter les volontaires dans les zones où leurs compétences apportent une valeur directe. Cette répartition doit être révisée tous les 2 mois pour ajuster les effectifs et éviter la surcharge locale. Le critère de réussite est clair: une adéquation plus stable entre profils techniques et besoins réels sur le terrain. Étape 3. Coopération bilatérale continue. Un comité conjoint Jamaïque-Burkina Faso doit assurer un suivi régulier des difficultés d'intégration et identifier les points de blocage. Cette structure permettrait d'adapter les stratégies sans attendre que les tensions s'accumulent. L'efficacité du comité se mesurerait à la rapidité de résolution des problèmes identifiés lors des bilans périodiques. Au cœur de cette feuille de route, l'enjeu n'est pas seulement d'organiser le présent, mais de garantir que les ajustements successifs donnent au projet la stabilité nécessaire pour durer. Les trajectoires de David Clark et de la docteure Imani Sharp, observées depuis leurs premiers pas sur le sol burkinabé, forment désormais un fil discret qui relie le rêve initial à la réalité quotidienne. Leur présence rappelle que l'intégration ne se joue ni dans les discours ni dans les symboles, mais dans ces gestes répétés qui transforment un territoire étranger en un espace habitable. À travers ces parcours, l'élan qui avait commencé dans les messages sobres venus de Ouagadougou trouve une incarnation humaine, tangible, parfois fragile, mais résolument active. Dans cette lente conversion du projet symbolique en expérience vécue, l'ombre portée d'Ibrahim Traoré demeure un repère constant,
Son discours sur la souveraineté accompagne encore, en arrière-plan, les volontaires qui apprennent à naviguer entre leurs attentes, leurs limites et les réalités du Burkina Faso. Ce moment du récit révèle alors une vérité simple. Ce sont les individus, plus que les idées, qui portent le puits et l'espoir de cette migration. Et au cœur de cette avancée hésitante, une intuition persiste. Chaque pas, même minuscule, peut ouvrir un chemin durable là où rien ne semblait possible. Alors que cette migration poursuit son évolution, elle laisse entrevoir bien plus qu'un simple déplacement collectif. Elle ouvre une réflexion silencieuse sur la manière dont les liens entre l'Afrique et la diaspora peuvent se recomposer. Les images des premiers chantiers, les échanges hésitants entre volontaires et burkinabés, ainsi que les efforts pour apprivoiser un territoire exigeant, rappellent que ce projet n'appartient pas qu'aux acteurs impliqués, mais à tous ceux qui s'interrogent sur la mémoire, l'identité et la possibilité d'un engagement partagé. Cette initiative invite chacun à regarder au-delà des difficultés immédiates pour imaginer ce que pourraient devenir de nouvelles formes de coopération panafricaine, nées de gestes concrets plutôt que de déclarations lointaines. Elle suggère aussi que les défis rencontrés, linguistiques, culturels, climatiques, ne sont pas des obstacles définitifs, mais des étapes d'un processus qui peut encore apprendre, se corriger et mûrir. Dans cette perspective, la question essentielle reste ouverte. Comment, selon vous, un projet aussi symbolique peut-il trouver la solidité nécessaire pour durer et inspirer d'autres trajectoires ?